Rodolphe Carte, bonjour et merci d'être avec nous de bon matin. Bonjour Liselotte, merci pour l'invitation. Je vous représente, vous êtes journaliste, vous collaborez à la revue Éléments, Front Populaire, Omerta, vous êtes auteur de plusieurs livres et dont récemment Mélenchon, le bruit et la fureur aux éditions de la Nouvelle Librairie. C'est pour cet ouvrage que nous vous recevons aujourd'hui. Franck va l'afficher dans un instant pour les auditeurs qui nous suivent sur YouTube et sur X. Alors, on va vous demander pourquoi vous vous êtes penché sur la figure de Mélenchon, évidemment, puisque généralement les auteurs de droite aiment s'interroger sur les figures qui les inspirent. Alors, vous me détromperez peut-être, je doute que ce soit le cas de Mélenchon, même s'il y a probablement des enseignements à tirer de son parcours, de son analyse. Mais avant cela, peut-être partager aux auditeurs la façon dont est construit cet ouvrage, puisqu'ils ne l'ont probablement pas encore entre les mains. C'est tout un tas de chapitres où vous dépeignez en fait chacune des facettes qui composent la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Et ce dont on se rend compte, c'est que justement, c'est une boule à facettes. On pourrait le prendre sous plein d'angles. Ça a dû être un travail titanesque. Oui, bah déjà, l'animal a beaucoup écrit. Il a des décennies de carrière politique derrière lui, donc des décennies d'entretiens, d'articles, d'interviews, et donc oui, énormément de livres. Donc bon, j'ai lu tous les livres, et dès qu'on s'intéresse bien évidemment à la vie de Mélenchon, on s'intéresse aussi à la vie politique de la gauche française. Donc on est obligé de lire des biographies sur certains personnages, sur lui, bien évidemment. On est obligé de s'intéresser au trotskisme parce qu'il a été trotskiste. On est obligé de s'intéresser donc à tous ces bouleversements, j'ai envie de dire, nationaux et internationaux des dernières années. Et c'est vrai que oui, j'ai eu envie de m'intéresser au personnage parce que, comment dire, une fois qu'on a dit que Mélenchon est un bon orateur et qu'il connaît bien son histoire de France, on n'a pas dit grand-chose en fait. Et même les ouvrages souvent écrits par des personnalités, disons, de droite sur Mélenchon, je les trouvais souvent un peu superficiels parce qu'on disait, oui, il y a 10 ans, il critiquait le voile. Aujourd'hui, on sait qu'il promeut en tout cas le concept de Nouvelle-France. Et c'est vrai que bon, d'accord, c'est intéressant de dire ça, mais là encore, la pensée profonde, on l'a pas, comment dire, vraiment analysée. Donc voilà, j'ai vraiment voulu faire une enquête, comme vous l'avez très bien dit. Alors, avec toutes les facettes que ça comporte, c'est une biographie intellectuelle, mais je voulais pas faire une biographie linéaire en disant « il naît à Tanger en 1951, tatati tatatata », même si bien évidemment je reviens aussi sur ces éléments. Je voulais vraiment avoir une pensée, voilà, euh, une approche multiple de ces facettes, parce qu'à mon avis, elles sont intéressantes à analyser par les liens qu'elles ont entre elles, bien évidemment, mais aussi de manière interindépendante. Et le dernier point, c'est que moi, je suis de l'avis de l'économiste d'extrême gauche, Frédéric Lordon. Il a fait une sortie toute récente en disant qu'en 2027, bon, normalement, le candidat qui arrivera en tête sera le candidat du Rassemblement national, Bardella ou Marine Le Pen. Mais par contre, on s'est rendu compte que le seuil de qualification pour le second tour était relativement bas, parce qu'on a un éclatement, excusez-moi, du bloc central aujourd'hui, un éclatement aussi de la gauche, qui de Glucksmann, Tondelier, Ruffin, Roussel va se présenter au Glucksmann. Et donc, il y a une possibilité que Mélenchon arrive à se glisser dans un trou de souris pour accéder au second tour. Et un second tour avec Mélenchon serait quand même une chose assez novatrice et même assez Et inédite. effrayante Et aussi. effrayante aussi. Alors peut-être qu'on aura un renversement du front républicain, ou en tout cas de l'arc républicain, c'est des choses qu'on entend par-ci par-là. Mais donc c'est pour ça que je me suis intéressé à la personne, parce que et même quand les historiens du futur se pencheront sur les décennies politiques et en tout cas notre époque, je pense qu'il y aura quand même un moment pour parler de Jean-Luc Mélenchon, parce que le concept de Nouvelle-France, le concept de révolution citoyenne, le fait que ce soit un ancien apparatchik qui est parti du PS pour fonder son propre mouvement, c'est quand même un personnage assez important on va dire oui, des décennies politiques françaises. Mm. Il se présente tantôt effectivement comme un apparatchik, tantôt comme un révolutionnaire. Il défendait la cause des travailleurs, il finit avec celle des immigrés. Est-ce que dans toute cette évolution de Jean-Luc Mélenchon, qui, vous l'avez dit, en fait, a commencé il y a bien longtemps, on retrouve quand même une donnée qui immuable? Bah, oui, en fait, on parle souvent de rupture, mais moi je préfère parler d'évolution. Et vraiment, au fur et à mesure de mes lectures, je suis quand même remonté à ses premiers écrits qui datent des années 90, ses premières prises de parole, ses premiers engagements. C'est vrai qu'en fait, je parlerais plutôt d'évolution. Et là, ce qui est vraiment intéressant aussi avec son premier livre, À la conquête du chaos, qui est un livre en 91, c'est que Mélenchon s'inscrit dans la doctrine marxiste, il se revendique marxiste, mais par contre d'un marxisme hétérodoxe.
Il est absolument pas déterministe, vous savez, avec la ligne arrêtée, en disant après la société capitaliste, la société socialiste, après la société socialiste, le communiste, etc., etc. Mais il est plutôt dans la notion d'imprévu. Et même nous, j'ai envie de dire, partisans parfois des thèses identitaires, ou en tout cas de la cause identitaire, c'est vrai que la notion d'imprévu dans l'histoire, il y a un penseur qui l'a pensé, c'est Dominique Vénère, la notion d'imprévu. Le moment en fait où le système bascule, le point de bifurcation, et en fait on va dans un état qui est complètement décorrélé de l'ancien et à jamais de retour en arrière. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que Mélenchon, on peut dire qu'au sein de son système de pensée, il y a vraiment 4 immuables, ces 4, comment dire, bifurcations qui font qu'on arrive dans un nouveau système. La première, c'est la donnée démographique. Donc là-dessus, pas besoin de revenir dessus, c'est le concept de Nouvelle-France, mais c'est aussi le concept, j'ai envie de dire, plus large d'explosion démographique. Mélenchon le rappelle dans son dernier livre, Faites mieux, s'il a fallu 300 000 ans pour que l'humanité atteigne son premier milliard, enfin qu'on arrive à 1 milliard d'individus sur la Terre en 1820, le second milliard arrive en 1920, donc juste un siècle plus tard. Donc on voit qu'il y a vraiment une explosion démographique là-dessus. Et lui, bien évidemment, va partir sur ces thèses du métissage, du fait que dans les années à venir, de plus en plus de personnes auront des, comment dire, des ancêtres qui étaient présents sur plusieurs continents. La deuxième bifurcation, c'est la bifurcation anthropologique. Et là aussi, ça nous concerne parce que, et c'est quelque chose qu'on mentionne rarement quand on évoque Mélenchon, c'est vraiment qu'on passe d'un modèle agro-pastoral, de terroir, de territoire, de lignage, de génération, à un modèle urbain de l'homme, comment dire, de la tabula rasa, de la page blanche, où on se construit contre ses identités, contre ses racines, et qu'on arrive à un modèle urbain d'interdépendance où on est tous quelque part responsables un peu des uns et des autres. Donc là, vous voyez, lui, il parle même de communisme qui revient sous cette forme. Donc là, c'est aussi intéressant. La troisième rupture, c'est la rupture anthropologique. Là aussi, c'est intéressant parce que le Mélenchon, l'ancien Mélenchon, le premier Mélenchon, c'est un Mélenchon socialiste productiviste. En fait, les socialistes de l'époque, dans les années 70-80, ils voulaient amener le plus de personnes à un haut niveau de consommation dans la société de consommation. En fait, il voulait que tout le monde roule en Mercedes. C'est une phrase que je reprends, qu'il cite, qui est assez drôle. Il dit, en fait, il y a les riches qui roulent en Mercedes et les pauvres en 2 chevaux. Bah, nous, on veut que tout le monde roule en Mercedes. Et là, on voit aussi la bascule écologique. Lui, il est bien évidemment sur la thèse de l'Anthropocène en disant que le changement climatique, il y a une implication de l'homme, mais pas n'importe quel homme, de l'homme capitaliste. Et enfin, la quatrième bifurcation, je dirais que c'est la bifurcation économique. Là, Mélenchon, et je trouve que c'est peut-être là-dessus où il est le plus incisif et le plus persistant. Il se rend compte que depuis les années 90, avec le traité de Maastricht en 92, les accords du GATT, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le capitalisme déchaîné, comment dire, le compromis sur lequel s'était élaborée la démocratie représentative après la Seconde Guerre mondiale, où on avait des ouvriers, des syndicats, des partis qui faisaient un contrepoids avec les patrons et on avait un compromis social, c'est les 30 glorieuses, etc. etc. Bah, aujourd'hui, c'est complètement renversé. Avec les délocalisations, avec le fait qu'on ait une mondialisation financière transfrontalière, etc., etc. Aujourd'hui, le compromis, ou en tout cas la bascule, le rapport de force est complètement renversé, ce qui est relativement assez intéressant pour le coup avec les mesures protectionnistes. Donc là, c'est la dernière des bifurcations. Donc vous voulez, si vous voulez, à chaque fois, il a évolué, mais par contre, ces 4 bouleversements, ou en tout cas ces 4 bifurcations, sont toujours à la base de sa pensée. Ce qui est intéressant également avec Mélenchon, c'est la forme. Je pense qu'à droite, son équivalent à peu près, ça aurait été Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, il est le dernier homme politique d'une certaine épaisseur, d'une certaine influence, qui assume encore un côté extrêmement militant. En tout cas, il n'a pas peur de soutenir cette dimension-là de la politique. Il est lui-même passé par ses tractages, etc. Il n'a pas du tout de complexe vis-à-vis du monde de la rue, bien au contraire. D'ailleurs, il lui arrive de s'en servir. Est-ce que c'est quelque chose qui révèle sa personnalité ou est-ce que derrière, il y a vraiment une stratégie politique? Bah, c'est marrant que vous mentionnez Jean-Marie Le Pen parce que je le cite à plusieurs reprises dans mon livre parce que Jean-Marie Le Pen, j'ai envie de dire, l'avait percé à jour à chaque fois. Par exemple, quand Mélenchon se fait le promoteur de l'Europe au moment de Maastricht 92, Jean-Marie Le Pen s'oppose et justement montre du doigt que derrière l'Europe que souhaite Jean-Luc Mélenchon, c'est l'Europe transfrontière, c'est l'Europe justement du trotskiste qu'il a toujours été. Là-dessus, je reviens aussi sur son embrigadement trotskiste. Quand il est étudiant en Franche-Comté, il devient trotskiste, tendance lambertiste à l'OCI, l'Organisation communiste internationale,
internationaliste. Et c'est vrai que au sein de cette organisation, il va prendre les méthodes autoritaires, pyramidales, et aussi le fameux entrisme. Il y a deux manières d'entrisme. Il y a l'entrisme à drapeau déployé ou alors en sous-marin. Et c'est vrai que la tendance chez les trotskistes, en tout cas derrière Pierre Boussel, c'était d'infester le Grand Orient de France. Mélenchon a été aussi franc-maçon à partir de 1983. C'était vraiment une volonté de poser des petits pions, mais aussi dans les partis adverses de gauche, avec le Parti communiste français, Lutte ouvrière, c'était Force ouvrière à l'époque, excusez-moi, ou le Parti socialiste. Et c'est vrai qu'à l'époque, les trotskistes ont mis des pions un peu partout. Et vraiment, ils avaient une vraie stratégie politique. C'est peut-être là-dessus où on a quelques enseignements aussi à prendre à droite. Et d'ailleurs, vous mentionnez très bien aussi cette utilisation de la rue. Et là aussi, c'est quelque chose aussi, je pense qu'on a beaucoup de retard à droite. C'est que les gauches, ou en tout cas une certaine extrême gauche, a tout de suite vu le potentiel dans le fait de mélanger le parti, la rue et la société civile, de fonder une lutte, on va dire, révolutionnaire, même s'il faut mettre des guillemets sur le mot, vraiment multifactorielle, alors que nous, parfois, à droite, on s'est un peu trop enfermé dans le politique ou seulement dans le métapolitique, avec parfois même des barrières, des obstacles pour justement qu'on ne fasse pas les liaisons. Eux ont tout de suite pensé l'abattement des liaisons et le fait d'avoir vraiment un mouvement, oui, j'ai envie de dire, multifactoriel comme ça d'avancer. Et bon, c'est vrai qu'on m'a reproché, par exemple, le sous-titre révolutionnaire. On me disait, mais Mélenchon n'a rien d'un révolutionnaire. Là, je trouve que c'est une mauvaise analyse. Bien évidemment, il n'est pas un Che Guevara, il n'est pas un Patrick Pierce, ça, on est tous d'accord. Mais par contre, il a vraiment une vision révolutionnaire de changement, j'ai envie de dire, en sous-marin, des institutions, une bordélisation de la vie politique. Mais là aussi, aujourd'hui, cet argument, quand il est utilisé à droite, il est utilisé de manière un peu facile parce que derrière, il y a vraiment une stratégie, une volonté, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, d'être les premiers à s'en emparer, d'être les premiers à le soutenir, parce que derrière, il faut traiter les sociaux-démocrates de traîtres, de lâches, parce qu'ils sont timorés. Donc on voit l'empressement, par exemple, à prendre directement le lead, excusez-moi pour l'anglicisme, ou en tout cas à prendre la tête du mouvement de la contestation palestinienne, de la contestation sociale. Et d'ailleurs, le mouvement du 10 septembre, c'est un exemple. Parce que le mouvement du 10 septembre, qui partait plutôt d'une revendication sociale, ou en tout cas fiscale, et même un peu souverainiste, directement, moi j'ai des collègues qui étaient sur les boucles Telegram en province, ils m'ont dit, à chaque fois qu'on essayait ne serait-ce que d'évoquer la notion d'immigration, même pas de remigration, vraiment quelque chose d'absolument pas radical, à chaque fois sur les groupes, on avait des militants d'extrême gauche, qui n'étaient pas revendiqués, bien évidemment, mais qui nous excluaient des groupes et qui nous mettaient de travers. Et donc, on s'en est rendu compte aussi au moment des Gilets jaunes. On a eu cette captation, ce noyautage pour une réorientation vers des causes, des fois, qui n'avaient rien à voir. Et au moment du 10 septembre, on a eu des revendications ensuite sur les causes LGBT ou même sur la Palestine. Alors que c'était un mouvement pur gaulois, j'ai envie de dire, de revendication fiscale. Donc oui, il y a vraiment cette idée révolutionnaire d'infester à chaque fois les mouvements comme ça, les soubresauts populaires. On retrouve aussi de la part de Jean-Luc Mélenchon la volonté de cultiver un certain culte de la personnalité. Et là encore, on peut imaginer la stratégie qui se cache derrière, puisqu'il a réellement la volonté d'influencer donc à la fois son parti, c'est-à-dire qu'il ne suivra pas la ligne générale, c'est lui qui la fixe, tout le monde doit la suivre, et ceux qui ne la suivent pas d'ailleurs seront exclus de façon plus ou moins violente. Et donc, même au-delà du parti, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a un pouvoir d'influence à gauche qui est énorme. Oui, alors là, c'est une de ses influences sud-américaines. C'est vrai que c'est un continent qui l'a toujours beaucoup intéressé. Lui, il le voyait comme le laboratoire du devenir de l'Europe. Possiblement, on sait ses rapports avec Chavez, qui sont très souvent surévalués, notamment par ses ennemis politiques. Mais c'est vrai que, par contre, il s'est toujours intéressé au populisme sud-américain. Et d'ailleurs, ça l'a un peu, j'ai envie de dire, un peu déniaisé sur son caractère bouffeur de curé, parce qu'il s'est bien rendu compte que, par exemple, en Amérique latine, les mouvements populistes, même s'ils sont très socialistes, ils sont aussi très religieux. À chaque fois, on se rend compte de la dimension catholique, chrétienne dans les mouvements où il y a un mélange vraiment un peu détonnant. Et là-dessus, il a dû un peu se réorienter. Peut-être qu'aussi, stratégiquement, avec l'électorat, on va dire, musulman des banlieues, là aussi, il s'est rendu compte que derrière la foi religieuse, il y a vraiment parfois une collusion avec la foi révolutionnaire et on retrouve quelques points, de collusion. Et ensuite, comme vous dites, la notion, on va dire, d'homme un peu providentiel, elle est un peu difficile en tout cas à gauche parce qu'on s'en méfie beaucoup de cette figure. Vous savez, souvent par exemple les historiens de droite aiment bien mentionner les grands hommes dans l'histoire et
l'analyse ou l'approche de gauche, en tout cas plus objectif parfois, par exemple des Annales, avec l'école des Annales, c'était de dire les grands hommes ne sont en réalité que les produits d'une époque et en fait de grandes forces. Alors bien évidemment, les marxistes vont dire les grandes forces de production, les avancées techniques, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, il joue toujours un petit peu sur une ligne de crête assez étroite, et d'ailleurs on lui reproche le fait de vouloir capter comme ça la lumière et d'être un homme, mais je pense que Mélenchon est beaucoup plus malin là-dessus que les gauches, enfin en tout cas qu'une certaine critique, et il s'est rendu compte que justement les mouvements sociaux, les révolutions, elles sont aussi très verticales. Il y a des organigrammes en fait qui se décrètent d'une manière ou d'une autre. Et le dernier point, c'est que Mélenchon, là aussi où il a toujours eu une avance sur ses opposants, notamment à gauche, c'est qu'il a toujours eu une oreille attentive pour la jeunesse. Il faut toujours rappeler aussi que Mélenchon est au départ aussi d'SOS Racisme, qui est une opération montée depuis l'Élysée, on le sait, pour justement détourner le regard, parce qu'à cette époque, le gouvernement est en train de rogner sur l'aspect social, et on va basculer sur le combat antiracisme, antifasciste, pour avoir un leurre, justement, pour accaparer le peuple. Alors qu'on sait bien évidemment que tout ça est un montage fumeux, on sait que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une vraie culpabilisation du peuple historique français, où en fait l'histoire du peuple français doit être vue sous deux aspects, la collaboration et la colonisation. Rien d'autre, c'est vraiment l'homme blanc, ou en tout cas le français blanc, est vraiment ce bourreau depuis des millénaires, et c'est là-dessus qu'on a acquis notre richesse, notre expansion, etc., civilisationnelle. Donc lui, il va faire partie. Et d'ailleurs, cette utilisation de la jeunesse, il s'en sert très bien, et on le voit aujourd'hui avec son entourage, avec des personnes qui lui sont entièrement dévouées, des vrais soldats politiques, des jeunes qui sont vraiment très radicaux. Et ça, on appelle les promotions Lénine à gauche, c'est-à-dire que quand on veut réorganiser le parti, on s'appuie sur les franges les plus radicales, qui sont les franges de la jeunesse, pour justement, comme vous l'avez dit, botter les fesses, on va dire, des lignes divergentes au sein du parti. Et les lignes divergentes, c'était les lignes souverainistes, incarnées par Kuzmanovic, etc., François Koch, etc. Vous consacrez un chapitre au profil républicain de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, au contraire, qui l'accusent et qui accusent la gauche, justement, d'être anti-républicaine, de ne plus être en accord avec ces fameuses valeurs de la République. Alors, vous le savez, sur Radio Courtoisie, on accorde assez peu de crédit à ces fameuses valeurs qui, de toute façon, restent assez floues au mieux et au pire, carrément douteuses. Néanmoins, voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce profil républicain de Jean-Luc Mélenchon ? Alors déjà, il y a une tradition, quand on devient trotskiste, c'est de prendre un surnom. Et là, petite indication, le surnom de Mélenchon est Santerre. Santerre, c'est ce chef de la garde nationale qui amène Louis XVI à l'échafaud. Donc là aussi, une petite indication. Mais là, pareil, j'ai envie de dire, non, il est un républicain pur sang. Il est jacobin, il est universaliste, il est antiraciste selon le modèle républicain qu'on connaît bien. Donc, il est même aussi, là, c'est un aspect très intéressant, relativement opposé à la famille. Par exemple, je me souviens, quand il devient sénateur en 1986, l'un de ses premiers combats, c'est justement l'autorisation pour que les filles puissent avorter quand elles sont mineures sans l'accord des parents. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs aussi, il fait un éloge de Vincent Peillon. Vincent Peillon, on s'en souvient, c'est ce fameux ministre de l'Éducation qui voulait arracher le plus tôt possible les enfants au noyau familial, aux familles. Et là aussi, c'est des indications, c'est vraiment la volonté d'arracher les enfants au déterminisme mais familiaux, mais j'ai envie de dire aussi au terroir. Là, on peut même évoquer rapidement le roman de Maurice Barrès, Les Déracinés, qui explique justement dans ce roman à quel point on prend des petits Lorrains enracinés, religieux, et qu'on essaye de les ramener à Paris dans le modèle, on va dire, cosmopolite, universaliste, du déracinement, du grand homme, avec un grand H, comme quoi un homme n'est absolument pas déterminé par son milieu ethnoculturel, historique, etc., etc. Donc oui, il est vraiment de cette filiation, et son modèle central, c'est toujours la Révolution française, ce modèle qu'il a envie de rejouer éternellement. Et d'ailleurs, son mini-moi, comme je l'appelle, Antoine Léaumont, le joue de manière ultra caricaturale. D'ailleurs, Antoine Léaumont est toujours à longueur de post Twitter en train de dire, avec, vous savez, son écharpe de manière un peu ridicule, il faut revendiquer le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau antiraciste, etc. Mais il n'est absolument pas suivi par les bases d'extrême gauche, que je suis pas mal, notamment sur le numérique. Tout le monde se fout de sa tronche. Et j'ai envie de dire que Mélenchon comme Léaumont sont déjà d'une autre gauche. Et d'ailleurs, au sein de la France Insoumise, pendant très longtemps, même si maintenant le match est gagné, on a eu cette opposition entre une première gauche qui était l'héritière du parti de gauche, le parti qu'avait fondé Jean-Luc Mélenchon quand il a fait scission du Parti socialiste en 2008, qui était une gauche, là pour le coup, plus laïcarde,
plus social. On faisait vraiment prévaloir le combat social avant le combat sociétal. Bon, on voit aujourd'hui qu'il y a un renversement complet par l'électorat, bien évidemment, mais aujourd'hui, on met beaucoup plus en avant les luttes antiracistes, LGBT, anti-impérialistes, etc., au détriment de la cause sociale. Et on voit qu'aujourd'hui, la ligne indigéniste a complètement renversé l'ancienne ligne, on va dire, plus laïque, plus républicaine et plus souverainiste. Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi une nouvelle définition du peuple, parce que lui, il se réclame de ce peuple, mais vous le disiez aujourd'hui, pour lui, le peuple, c'est les minorités, donc à la fois d'immigrés, mais aujourd'hui aussi les minorités sexuelles. Enfin bref, on peut en fabriquer à l'infini, c'est ça qui est magique avec ce concept. Et donc, il s'oppose à une autre vision du populisme qu'on aurait de façon plus classique, cette France rurale que lui-même, du coup, critique. Voilà. Est-ce que, selon vous, Mélenchon peut encore être appelé populiste, ou est-ce que c'est seulement dans sa bouche justement et donc avec sa définition du peuple qui a priori est quand même assez éloignée de la réalité? Je pense que c'est une erreur totale de considérer même que sa campagne de 2017 était une campagne populiste. Alors bien évidemment, il a essayé de s'arranger en remplaçant les drapeaux rouges par des drapeaux bleu-blanc-rouge. Il chantait beaucoup moins l'international pour privilégier la Marseillaise. Il y avait quelques indications, mais là-dessus, il ne faut pas être naïf. Et d'ailleurs, il y a un moment historique qui est assez intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon naît à Tanger en 1951. Donc il ne naît pas sur le territoire historique français. Première indication. Deuxième indication, ses parents sont d'origine espagnole et italienne. Donc il n'a aucune goutte de sang français en lui. Alors, c'est un Européen, c'est un Blanc, bien évidemment, mais par contre, il n'empêche, un Français de sang, et il n'est pas né sur le territoire français. C'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, quand il fait partie de la cohorte de rapatriés en 1962, il atterrit à Yvetot, donc en Normandie, et pour lui, en tout cas lui, c'est comme il le rappelle, comme il le romance peut-être aussi, c'est une vraie rupture, une vraie fracture. Il est très 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 dur, et d'ailleurs dans mon livre, je reviens sur des commentaires de certains de ses partisans, notamment à l'OCI, à l'Organisation communiste internationaliste, qui évoquent à quel point c'est un traumatisme pour lui, et à quel point il est vraiment quasiment raciste des paysans. Il en parle très mal, justement, de ces petits Normands enracinés. Et d'ailleurs, lui revient souvent sur le fait, je cite, qu'il se faisait qualifier de bico, de bougnoul par, justement, les petits Normands. Mais pour lui, c'est vraiment une rupture. Il dit, j'avais jamais vu des personnes bourrées dans la rue. Au Maroc, les gens se tenaient. Donc, il y a vraiment un fantasme autour de ce Maroc idéalisé. Et d'ailleurs, quand il parle de l'Europe, c'est pas l'Europe de Brest à Vladivostok. C'est l'Europe du bassin méditerranéen. C'est l'Europe romaine. C'est pour ça qu'il dit, entre guillemets, nous avons plus à voir et nous avons une destinée de commun avec les Marocains, les Algériens et les Tunisiens, plus que nous avons une destinée avec les Allemands, les Estoniens, les Finlandais, etc. etc. Donc vraiment pour lui, et là j'ai envie de dire qu'il est cohérent, c'est pas du chiquet, je pense qu'il le vit vraiment dans sa peau. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours un peu drôle quand on le voit, par contre, aller en banlieue faire des meetings, dire nous, les Maghrébins, parce que lui se considère encore comme un Maghrébin, vu que c'était un ancien pied noir, donc là-dessus, c'est toujours assez drôle. Mais par contre, sur le concept de Nouvelle-France que vous évoquiez, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette bascule, même si... bien évidemment, on a fait le focus ces dernières années dessus. Dès 2018, il enclenche ce basculement. Il se rend compte, entre guillemets, que l'électorat blanc de France périphérie, classe populaire, classe moyenne, est déjà parti. Et que s'il ne parle pas d'identité, de préservation ethnoculturelle du peuple français, il n'arrivera jamais à les avoir. Le seul populisme en France qui est possible, c'est un populisme social, dégagisme des élites, certes, mais aussi identitaire et de protection des identités, comme on le voit partout en Europe. Et ça, bien évidemment, c'est son grand, j'ai envie de dire, angle mort. Et ce qui, en fait, ne fait qu'il pourra toujours aller que vers un angle gauchiste et jamais plus populiste, et qu'il ne reviendra jamais là-dessus, je pense. Merci Rodolphe Cart d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à 8h15. On fait une pause avec la chronique de Jonathan Sturel qui terminera ensuite cette discussion avec nous. Chers auditeurs, merci d'être avec nous. Il est 7h58. On continue donc cette discussion avec Rodolphe Cart et Jonathan Sturel. Je vous rappelle que la radio compte sur vous pour pouvoir continuer à diffuser cette émission et toutes celles que vous pouvez entendre au long de la journée. Franck, comment les auditeurs peuvent-ils nous aider ? Alors de deux manières, les auditeurs peuvent nous aider en partageant notre contenu, en étant présents sur les réseaux sociaux et en relayant nos informations depuis rc.fr ou aussi en nous envoyant un chèque ou une donation sur soutenir.rc.fr.
Un don en ligne, soutenir.rc.fr ou 61 boulevard Murat, 75 016 Paris pour les chèques. Voilà Liselotte. Merci Franck et merci d'avance chers auditeurs. On continue notre matinale. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Rodolphe Cart, vous avez entendu Jonathan Sturel et sa chronique, donc à la fois sur l'art et la science, qui débutait d'ailleurs par donc, ce constat qu'une fois de plus, le wokisme infiltre tout, y compris le domaine qu'on aurait pu penser le plus préservé, puisque justement le plus cartésien, le plus technique, celui qui laisse le moins de place aux divagations émotionnelles de chacun, aujourd'hui, le wokisme, c'est même dans la science, et on imagine que c'est l'une des théories, l'un des aspects que pousse justement Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce biais-là également ? Oui, il a un centre de formation à élite, on va dire insoumise, avec l'Institut de la Boétie. Et d'ailleurs, là-dessus, je le trouve aussi assez, encore une fois, pertinent. Comme je l'ai dit au début de notre entretien, il y a vraiment cette volonté révolutionnaire totale. Et la volonté révolutionnaire totale aussi... comment dire, va s'impliquer de la science. On se souvient du lysenkisme sous la Russie communiste, mais oui, il y a vraiment cette volonté de produire. Et d'ailleurs, il y a un mélange détonnant. Je trouve que c'est une trajectoire vraiment catastrophique qu'on peut analyser sur cette collusion, comme l'a très bien dit Jonathan Sturel, entre la science et la propagande, ou en tout cas l'idéologie. C'est en tout cas la trajectoire de Johann Chapoutot. Johann Chapoutot, qui était un spécialiste il y a une dizaine d'années encore assez reconnu, pour en tout cas avoir un ton assez objectif sur l'analyse de l'Allemagne d'entre-guerres et de l'Allemagne nazie, de la montée au pouvoir d'Adolf Hitler et des nationaux-socialistes. Et vraiment, Johann Chapoutot a fait une bascule totale dans la propagande. Dans un de ses derniers livres, en tout cas que j'ai lu, il y a eu l'Institut de la Boétie qui a sorti un livre où donc Johann Chapoutot intervenait, et il comparait Mélenchon à Mélenchon, donc ce personnage allemand qui était un vrai religieux, comment dire, en pointe. Et donc oui, il y a vraiment cette collusion. Et d'ailleurs, Johann Chapoutot, dorénavant, à chaque fois, essaye de faire des parallèles toujours un peu, excusez-moi de l'expression, un peu casse-gueule entre notre époque et celle des années 30, en revenant à chaque fois sur ce chiffon du retour du bruit des bottes, du retour de la bête immonde, etc., etc. Donc là, cette collusion, en tout cas dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on l'a de manière, j'ai envie de dire, éclatante, avec une figure comme Johann Chapoutot, où vraiment là, c'est vraiment une trajectoire assez catastrophique d'un scientifique, en tout cas d'un historien qui passe complètement dans l'idéologie, qui sert aujourd'hui qu'une soupe idéologique au service de Mélenchon et de son projet politique. Oui. Jonathan Sturel, vous avez peut-être entendu une partie des réponses de Rodolphe Cart, donc qui s'intéresse à Mélenchon dans son dernier livre Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire. Ce qu'on dépeint depuis 7h25, c'est le portrait d'un homme qui finalement se révèle être un adversaire politique assez dangereux. Est-ce que c'est la façon dont vous le considérez également ? Alors, je considère évidemment que Jean-Luc Mélenchon est dangereux à plus d'un titre. Et l'une des raisons qui le rendent aussi dangereux, et ça a été évoqué par votre excellente invité, c'est la façon que certains ont de le faire passer pour un populiste, comme si le fait de parler comme il parle et de dire ce qu'il dit le rapprocherait du peuple, le rapprocherait des soucis du peuple. Alors on sait très bien que le peuple véritable est quand même très loin des thématiques qui sont portées par LFI, qui sont portées par cette sphère de gauche, d'extrême gauche, je ne sais pas comment l'appeler, et c'est pourquoi il faut féliciter. Je connais pas personnellement Monsieur Cart, mais je suis un petit peu ce qu'il fait depuis un certain temps. J'avais suivi avec grand intérêt et avec gourmandise même la série d'entretiens qu'il avait donné à un camarade que nous avons en commun en vidéo qui s'appelle Raphaël Venot. Et c'est une excellente chose que ce soit votre invité le jour où je fais une chronique sur la science et l'art que je considère comme des domaines réservés à une certaine forme d'élite, puisque je sais que Rodolphe Cart est issu du peuple, qu'il s'en revendique et il a bien raison. Et j'apprécie particulièrement que des gens issus du peuple commence à véritablement prendre la parole et à dire des choses qui nous intéressent énormément. Je l'avais déjà dit à cette antenne, l'ami inconditionnel et le soutien inconditionnel de ce que j'appelle les petites gens, et ça n'est pas du tout péjoratif chez moi, c'est-à-dire les gens, les vrais gens, le vrai monde, le vrai peuple, etc. Et ça peut étonner que quelqu'un qui se revendique des petites gens, qui proclame qu'il en vient et qu'il en est,
fasse une chronique où il dit que finalement la science doit être réservée à une forme d'élite, et cetera, puisqu'il y a une confusion à notre époque qui est largement entretenue par quelqu'un comme Mélenchon et comme beaucoup d'autres en réalité, comme presque tout le monde, qui dit que lorsque l'on est l'ami du peuple, on doit pouvoir accepter de mettre tout à la disposition du peuple. Moi, je considère que être l'ami du peuple, justement, ce n'est pas lui faire croire qu'il peut être un artiste demain ou un scientifique demain, et qu'il y a une meilleure façon d'édifier le peuple, de lui donner des modèles pour s'édifier, pour se nourrir intellectuellement, se nourrir émotionnellement, pour devenir toujours meilleur, en lui expliquant qu'il y a des disciplines qui ne sont pas réservées à tout le monde. Et ce n'est pas contradictoire le fait d'avoir le souci des petites gens, le souci du peuple, de vouloir se revendiquer même du peuple et d'écouter particulièrement ses doléances, et dire à ce peuple, en toute franchise, qu'il ne pourra pas demain être artiste sous prétexte qu'il le veut, à moins qu'il en ait évidemment les capacités, ou scientifique, etc. Donc il y a aucune incohérence entre le fait de venir du peuple, d'en être, de le revendiquer et de vouloir être du côté du peuple contre les élites, pour le dire très schématiquement, et revendiquer qu'effectivement certaines disciplines doivent rester le domaine réservé de, d'un tout petit nombre de gens que la nature, le destin, Dieu peut-être, a chargé d'une sorte de mission pour édifier les autres contemporains. Donc, j'apprécie énormément le travail de votre invité, de Rodolphe Cart, et j'apprécie énormément qu'il ait écrit aussi sur Georges Sorel, qui sont des figures qui nous intéressent beaucoup, qui devraient nous intéresser davantage, mais qui dans nos milieux ne nous intéressent pas assez, je trouve, parce qu'il est, à mon avis, indissociable que le combat national s'intéresse à la question sociale. On la gauche la gauche aujourd'hui regrette d'avoir laissé l'idée nationale et le drapeau tricolore à l'extrême droite pendant longtemps, c'est ce qu'elle dit. L'erreur que nous avons commise, nous, de notre côté de l'échiquier politique, pour le dire là encore une fois schématiquement, c'est de laisser à la gauche le monopole et le primat du social. En réalité, je considère qu'on ne peut pas être patriote, qu'on ne peut pas être nationaliste sans s'intéresser à la question sociale, puisque ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la pérennité, le confort, le bonheur de notre peuple. Et il s'avère que notre peuple est constitué en grande majorité de gens que l'on peut appeler, et là encore une fois, pas du tout péjorativement, des petites gens, des gens normaux, des gens simples. Et malheureusement, dans nos milieux, entre guillemets, nous avons tendance à croire qu'être patriote ou être nationaliste, c'est se souvenir simplement du sacre de Reims, des grandes batailles, etc. Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai, et c'est inévitable, c'est indispensable, il faut le faire, mais s'approprier aussi la question sociale, la reprendre à la gauche qui prétend en détenir le monopole, et rappeler que être de droite, si on peut le dire comme ça ne signifie pas, comme on l'a dit ou comme on l'a cru ou comme on l'a fait croire pendant longtemps, être du côté des riches là où la gauche serait du côté des pauvres. Tout ça, c'est un récit qui est faux, qui est complètement bidonné, qui nous a été imposé par une certaine élite qui détient les médias, qui détient la politique. Il faut des gens, et Rodolphe Cart en est un, qui rappellent que non, on peut être de nos milieux et être sensible à la question sociale et s'intéresser à des figures que l'on croit être traditionnellement, à tort ou à raison, peu importe, des figures de gauche, comme par exemple Georges Sorel, excellent personnage au demeurant. Rodolphe Cart, Oui, déjà vous êtes quelqu'un de génial, vous êtes d'accord avec ça? C'est gentil. Je suis aussi pas mal les travaux de Jonathan via sa maison d'édition et aussi via Twitter. Et comme il l'avait très bien dit aussi dans sa chronique, de toute manière, le modèle de la culture pour tous a été un échec total après-guerre de la part de la gauche. Et c'est vrai que même, j'ai envie de dire, sur l'ancien logiciel, à chaque fois qu'on allait, ou en tout cas qu'on retournait dans nos régions, dans nos provinces, ou même qu'on retournait, oui, dans nos territoires, à chaque fois, c'est vrai qu'on rencontrait, où on tombe à chaque fois sur des, j'ai envie de dire, des paysans un peu mystiques, ou en tout cas des personnalités qui étaient sorties souvent de manière autodidacte. Et c'est vrai que souvent on retrouvait des gens qui avaient un patrimoine, en tout cas intellectuel, vraiment universaliste, parce qu'ils s'intéressaient à tout, ils étaient très, enracinés dans leur territoire. Et ça, moi, c'est je me suis rendu compte aussi d'une richesse qu'on a quand on vient d'un territoire enraciné, parfois, et qu'on n'a pas accès à la culture bourgeoise, c'est que par contre, la richesse qu'on a quand on est enraciné sur la terre de ses ancêtres dans une certaine culture, elle est aussi inestimable. Et elle est très dure, celle-ci, à reconstituer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut aussi s'intéresser. Et ce racisme social, parce que pour moi, ça a été vraiment un racisme social dans lequel nous a entraîné une certaine droite, on va dire citadine et bourgeoise pendant un nombre d'années. Je trouve ça très pertinent aussi qu'on ait des figures plus populaires. Je pense aussi à Jean-Eudes Gana, qui joue énormément dans son combat politique, parce qu'il mêle à la fois l'engagement intellectuel, mais aussi l'engagement sur le terrain. Et ça aussi, c'est fondamental de toujours lier les deux, parce qu'on sait à quel point il entretient un réseau communautaire en Anjou, à quel point il permet de reconnecter les gens. Parce que ce qu'il faut aussi toujours comprendre, c'est qu'on est de droite, aussi parce qu'on a une identité qui est vécue.
c'est très bien de faire des edits sur Instagram où on a, vous savez, un panorama de l'histoire de France. Moi aussi, j'en suis très Mhm. friand. Mais la véritable identité vécue, c'est celle enracinée, c'est celle communautaire, c'est celle où on s'inscrit dans son territoire, on essaie de recréer des circuits locaux, où on essaie de consommer pour favoriser nos petits éditeurs, pour favoriser nos librairies amies, pour favoriser aussi nos médias dissidents, ou en tout cas nos médias amis, comme par exemple Radio Courtoisie. Donc il faut aussi faire cette bascule et bien comprendre que l'engagement politique, il se fait à travers des partis, bien évidemment, mais il se fait aussi dans la vie de tous les jours. Et là, on essaie de le faire du mieux qu'on peut, on n'est pas des saints, bien évidemment, mais par contre, oui, cet engagement comme ça, de droite, d'une identité Vicky, c'est peut-être la meilleure démonstration qu'on a à faire de notre identité, c'est celle dont, j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de parler, on est français, on le vit, on est européen, d'une civilisation, etc., etc., et on n'a pas ni à s'en dédouaner, ni entre guillemets à se couvrir la tête de cendre par rapport à notre histoire. Mais on n'a pas non plus à le revendiquer de manière fière, d'une manière un peu caricaturale. On est français, on n'a pas besoin de le démontrer qu'on l'est, point barre. Oui, il faut retrouver une certaine authenticité et traduire l'engagement politique qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, dans sa façon d'être. D'ailleurs, pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon, je fais un grand écart. Jean-Luc Mélenchon, lui, il y a certaine fracture entre ce qu'il est, je grossis le trait, mais selon ses mots, ça pourrait être un vieux mâle blanc hétéro bourgeois, et justement la France dont il veut faire la promotion et dont il se réclame. Vous l'avez dit, il dit souvent, nous les Maghrébins, bon, il tente de se raccrocher à son lieu de naissance, tant mieux pour lui. Néanmoins, il reste quand même ce vieux mâle blanc hétéro-bourgeois. Comment est-ce que vous expliquez que cette figure-là, ce qu'il est, puisse justement parler autant à des gens qui, eux, veulent se revendiquer de l'inverse? Oui, mais il y a vraiment... c'est intéressant parce que même quand il revient sur le débat de la Révolution française, il revient sur ce vieux débat historique, vous savez, où on opposait les Francs, donc les aristocrates ceux venus du nord d'Allemagne, aux gallo-romains censés incarner ce peuple beaucoup plus égalitaire. Et à mon avis, il rejouait cette opposition, mais qui est une fausse opposition. Et d'ailleurs, quand il vante, là aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand je suis retombé dans ses livres, c'est que par exemple, s'il prend le modèle parisien, il dit Paris est un modèle d'immigration. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il dit moi, je suis immigré franc-comtois. Il y a des immigrés corses, il y a des immigrés provençaux, il y a des immigrés savoyards, mais il y a aussi des immigrés maliens, marocains et algériens. Et lui, il met tout le monde sur le même plan d'égalité. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que la République, c'est le fait qu'un immigré corse, un immigré provençal, un immigré malien, un immigré marocain soient rassemblés dans une citoyenneté un peu fluctuante, comme ça, à la devise liberté, égalité, fraternité, et que justement on va faire corps grâce à cette ribambelle de droits qu'on a via le modèle de la ville, comme je vous l'ai mentionné avec la rupture anthropologique. Donc vraiment, c'est son logiciel. Lui, il est toujours sur cette vieille rengaine de la France comme terre d'immigration, etc., etc., alors qu'on sait que c'est particulièrement faux. Il existe un peuple historique français, il faut tout faire pour qu'il se maintienne majoritaire. Ça aussi, je pense que c'est un des aspects du combat national des années à venir, et d'ailleurs, vous avez eu quelques débats ici dernièrement dans ces locaux sur ce sujet, et vraiment tout nationaliste, même s'il a des origines extra-européennes, doit au moins défendre cette volonté de préserver le peuple historique français majoritaire sur sa terre, parce que si la France demain change démographiquement et de manière ethnoculturelle, ce ne sera plus la France. Qu'importe le patriotisme que vous mettrez derrière, il faut toujours repartir de ce point qui est fondamental. Donc oui, lui, il est sur un logiciel complètement opposé. Et d'ailleurs, ça ne me surprend pas que, comme l'a très bien mentionné Jonathan Sturel, on ait aujourd'hui encore une fois une promotion scientifique qui rejoint ce logiciel. Parce que c'est vraiment un logiciel de déracinement, mais qui ne me surprend absolument pas pour le coup. Oui. Et un logiciel qui convainc de moins en moins de personnes, c'est probablement pour ça d'ailleurs que la gauche tente de conquérir des domaines comme l'art, c'est déjà fait largement, mais comme désormais la science, pour essayer de rassurer les gens, essayer de les convaincre de quelque chose qu'ils sentent au fond d'eux-mêmes complètement déconnecté. Jonathan Sturel. Pardon. Oui, en effet, mais en fait, si vous voulez, j'étais parti dans mes propres réflexions qui me conduisaient à vouloir poser une question à Allez-y, Rodolphe, s'il a le temps d'y volontiers. répondre, mais ça va être très rapide. Oui. Ça va être en fait, c'est une question très, très rapide et probablement qu'il est facile d'y répondre. Comme il a mieux creusé le sujet que moi, il a peut-être une meilleure réponse à apporter que moi. Je me demandais, moi, à titre personnel, dans quelle mesure
Mélenchon se servait électoralement et politiquement des nouveaux cours de la banlieue, de la cité, du vote musulman, des décoloniaux, et cetera? Et dans quelle mesure ces décoloniaux utilisaient Mélenchon comme un cheval de Troie pour intégrer les institutions politiques? J'imagine que l'un se sert de l'autre et inversement, mais d'après l'observation de Rodolphe et l'analyse qu'il en fait, à son avis, si rien n'est fait, si on continue sur cette trajectoire, qui gagnera en fait ce jeu de la manipulation? Est-ce que c'est Mélenchon qui va réussir à phagocyter les autres pour accéder au pouvoir? Ou est-ce que ce sont les autres qui vont réussir à phagocyter Mélenchon, après s'en être servi comme cheval de Troie pour accéder aux plus hautes institutions? Qui va manger l'autre en réalité? Vous avez 1 minute, Rodolphe Cart. Alors, aspect stratégique, je pense que Mélenchon aujourd'hui a sécurisé son butin de guerre, donc le vote des banlieues, comme Marine Le Pen a sécurisé son butin de guerre avec le vote des classes populaires et moyennes blanches périphériques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme vous l'avez mentionné, évidemment qu'il y a une guerre interne. Et d'ailleurs, je me suis pas mal intéressé au mouvement indigéniste. Le mouvement indigéniste, via Rouya Boutelja ou via Wissam Gzelka, ne sont absolument pas dupes aussi. D'où vient Mélenchon. Comme vous l'avez très bien dit, Liselotte, c'est un blanc. Eux, lui trouvent même des réflexes encore colonial, quelque part impérialiste. Ils reprennent souvent sa déclaration que Jean-Luc Mélenchon avait fait sur les Tchétchènes, par exemple, en mentionnant qu'il y avait toujours un arrière-fond, quelque part, raciste chez lui, parce que chez eux, à partir du moment où on est blanc, à partir du moment où on est atteint par ce terme de blanchité, on est fondamentalement raciste, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut être rééduqué. Toujours cette notion de rééducation, comme on l'a connue, par exemple, sous la Chine communiste, avec la révolution culturelle. Donc oui, il y a un peu un jeu de dupes, et concernant les deux lignes qu'il y avait au sein de la France insoumise, on voit qu'aujourd'hui, la ligne indigéniste l'a complètement emporté sur la ligne plus laïcarde, en tout cas plus souverainiste et plus républicaine, type à l'ancienne. Donc oui, il y a vraiment, comment dire, un jeu de position, et les uns se servent de l'autre de manière complètement intéressée et stratégique. Là-dessus, il ne faut pas être dupe non plus. Voilà. On termine sur ces mots, Rodolphe Cart. Merci d'avoir été avec nous. On aimerait en discuter encore bien 2 heures, donc je sais qu'on vous réinvitera. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez vous procurer donc ce livre Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire par Rodolphe Cart, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Jonathan Sturel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente chronique à nouveau. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.